Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Savard. Nous parlons ensemble de dysphorie de genre. Stéphanie sera avec nous pour 2 segments dans l'émission. Ça va être intéressant d'en apprendre plus sur le sujet. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous apporte son sujet, tolérance et société. À l'émission Folie douce cette semaine, bienvenue chez nous. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. C'est avec plaisir que j'accueille Stéphanie Savard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Yvan. On se connaît depuis 42 ans et plus. On a fait de la radio il y a très très longtemps. Et à l'époque, je te connaissais sous le nom de Stéphane Savard. Puis c'est ça qu'on va parler en fait. À un certain moment dans ta vie, tu as décidé de changer de sexe carrément. Moi, je te connaissais à l'époque sous l'apparence d'un homme. Et là, tu as changé comme une femme. Et puis, on va évidemment prendre du temps. On a vraiment 2 segments qu'on va faire ensemble dans l'émission aujourd'hui. Donc, vraiment, pour approfondir ce que c'est, parce qu'on en entend parler beaucoup, ça reste tabou, à mon avis, ça reste peu connu. Puis, je pense, j'ai l'impression que c'est intéressant pour les auditeurs de mieux l'expliquer, puis justement de peut-être comprendre une vraie histoire comme la tienne. Donc, peux-tu nous parler un peu de toi? C'est-à-dire qu'on parle de dysphorie d'identité de genre, là, le mot officiel, ou en tout cas le terme officiel, ou la façon dont les psychologues en parlent, mais comment tu pourrais définir ce que tu as vécu, en fait, au cours des dernières années, là? Ben, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours senti plus femme. Tu sais, fille quand j'étais jeune, là, mais tu sais, aussi loin que je me rappelle, là, que ce soit, tu sais, à 5-6 ans, puis tout ça, je me sentais juste pas bien dans mon identité, mais à l'époque, il n'y avait même pas de terme pour qualifier ça. Tu sais, ça fait que où est-ce que je me plaçais, j'avais pas de référent, là, parce que, tu sais, je suis né en 64, ça fait que tu sais, quand j'avais 5-6 ans, là, des années autour de... Fin 60, début 70. C'est ça, tu sais, il y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de façon d'avoir beaucoup d'informations, ça se parlait pas dans aucun média, puis tout ça, tu sais. Mais c'était aussi clair que ça, à cet âge-là, c'est-à-dire que tu disais, je suis pas un garçon. Est-ce que tu posais des questions à tes camarades, à tes amis? Est-ce que ou c'était juste intérieur? Ouais. Ben, tu sais, à l'époque, il fallait pas que tu aies l'air efféminé, tu sais, quand tu étais un gars, tu sais, parce que tu te faisais traiter de tapette, puis tu sais, tous les noms, ils passaient, tu sais, ils mettaient pas de gants blancs, là, il n'y avait pas de... Non, c'est vrai que c'était assez direct, puis ça pouvait devenir intimidant là, pour les gens qui avaient... C'est ça, ça fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que je parlais, tu sais, même avec ma famille, là, tu sais, puis c'est peut-être, tu sais, en partie... parce que c'est difficile de dire d'où ça vient, parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que je me suis senti comme ça. Les gars dans ma famille, mon père, mes oncles, puis tout ça, ils étaient très gars. Ça se bataillait, c'était assez rough, là, comme milieu, c'est un milieu plus ouvrier, puis tout ça. Puis je m'identifiais zéro à eux autres. Là, je me sentais pas comme ça du tout. Puis, tu sais, je me sentais plus proche des filles, tu sais, mais, tu sais, je pouvais pas vraiment qualifier ça. Ça a pris des années avant que je vois des modèles, puis tout ça, commencer à comprendre ça, tu sais. Mais est-ce que c'était souffrant? Est-ce que tu... Parce que il me semble que moi, quand je t'ai connu, tu avais peut-être 16 ans, à cette époque-là, 16-17 ans, là, qu'on avait, quand on faisait la radio, tout ça, mais tu semblais, moi je te voyais comme un garçon, puis bon, je te voyais avec ta personnalité, tout ça, mais comment tu pouvais vivre ta vie de garçon, tu sais, avec cet état-là, ce sentiment-là en dedans de toi? Ouais. Ben, quand je suis arrivé à l'adolescence, tu sais, ça a fait, pour moi, ça a été un choc, tu sais, parce que, bon, avant mon adolescence, tu sais, j'avais une voix haute, j'avais des traits qui pouvait être un peu plus androgyne, puis tout ça, puis avec des cheveux longs, tu sais, je me faisais souvent appeler la fille, tu sais, par des adultes, ou pas par mes pères, mais par des gens plus vieux, puis tout ça. Ça te dérangeait pas tant que ça, j'imagine? Non, puis et aussi, quand
quand je suis arrivé à l'adolescence, les hormones ont agi rapidement pour moi. Tu sais, vite, jeune, j'ai commencé à avoir de la barbe, ma voix muée, tu sais, beaucoup de poils, tu sais, puis tout ça. Ça fait que là, ça correspondait encore moins avec l'image que j'avais dans ma tête, tu sais, puis tout ça. Beaucoup d'acné aussi, tu sais, ça fait que, tu sais, As-tu une période un peu de panique à ce moment-là? Parce que, je veux dire, si toi, depuis que t'es jeune, tu te sens comme une femme, puis là, tu vois ça, tu te dis, wow, tu sais, comme... Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que j'étais pas bien dans ma peau, c'est sûr, puis à partir de ce moment-là, tu sais, ça vient encore plus, t'as encore plus une division entre comment est-ce que t'aimerais te voir, puis comment est-ce que t'es, tu sais, en réalité, tu sais. Et puis, donc, mais, tu sais, la chose, c'est que j'ai jamais été une personne qui a hautement déprimé sur mon sort. Tu sais, j'ai toujours eu plein de projets qui n'avaient pas à voir avec la sexualité, là. Moi, j'étais toujours très intéressé par les sciences, les médias, la photographie, tu sais, ça fait que c'est des choses que je faisais. Ça fait que je faisais ces activités-là. Ça fait que j'ai avancé dans ma vie. Tu sais, ça ne m'a pas empêché d'avancer, mais tu sais, je peux pas dire que j'étais bien dans ma peau. Est-ce que tu y réfléchissais souvent, ou en tout cas, tu devais te dire, mais il se passe quoi? Puis comme tu dis, il n'y avait pas vraiment tant de documentation, même à la bibliothèque et ailleurs, là, alors qu'Internet n'existait pas. J'imagine que c'était pas vraiment trouvable, ou de mettre un mot, un terme sur ce que tu ressentais, là. Non, exactement. Tu sais, puis je pense que c'est milieu des années 70, peut-être autour de 77, je ne me rappelle pas de l'année exacte, là, il y avait eu un film espagnol qui avait passé à Radio-Canada à l'époque qui s'appelait Je veux être femme. Tu sais. Ça, c'est le titre en français, là. Et puis là-dedans, t'as un jeune homme, tu sais, qui était joué par une actrice, là, au demeurant, qui passe à travers le processus, tu sais, de changement de sexe puis tout ça. Okay, quand même. C'est un de mes premiers contacts que j'ai eu vraiment avec la chose que ça se pouvait, tu sais, puis... Est-ce que ça a répondu à quelque chose? Tu as dit enfin que ça existe, tu sais, parce que tu devais te demander, est-ce que je suis le seul à penser ça, à me sentir comme ça? Oui, bien ça, c'est ça. Puis, tu sais, ça m'a ouvert quand même un peu un monde, mais il restait qu'au Québec, ici, il y avait très, très peu d'informations, très peu de documentation. C'était pas traité dans les médias vraiment, tu sais. Puis aussi, tu sais, dans le film, la fille était clairement attirée, tu sais, par le gars qui est devenu une femme, là, puis tout ça, était clairement attiré par les hommes, puis tout ça. Moi, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Fait que là, c'est encore plus compliqué dans ma tête, tu sais, parce que là, tu sais, t'es né dans un corps masculin, t'es attiré par les filles, mais tu t'identifies pas au gars, tu sais, ça fait que c'est... maintenant, les nuances sont là, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, parce que l'orientation sexuelle, puis le genre, puis le sexe, c'est des choses qui sont définies, qui sont déterminées, puis tout ça, qui sont différentes, puis un n'est pas nécessairement aligné sur l'autre, tu sais. Mais je veux dire, à l'époque, je pédalais pour essayer de comprendre là, comment je me sentais, puis tout ça. C'est sûr que, je pense qu'il n'y a personne qui choisit de se sentir comme ça, tu te sens comme ça, c'est tout, là. Et puis comment tu l'expliques? Penses-tu que c'est un côté génétique? Comment on peut expliquer ça? Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'entourage? C'est un mélange de toutes sortes de choses? C'est plus vraiment en soi? Il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, on est comme pas né dans le bon sexe, ça? Moi, je pense que il y a tu sais, la question, tu sais, de la sexualité, du genre, de l'orientation, puis tout ça, tu sais, je pense que puis c'est de plus en plus reconnu dans la littérature scientifique, puis tout ça, c'est un continuum, c'est un arc-en-ciel, tu sais, il n'y a pas 2 boîtes dans lequel tu mets tout le monde, ou 3 boîtes, ou 5 boîtes, tu sais, il y a une multitude de choses, puis tu as des gens qui se sentent quelque chose par rapport à ça, mais tu sais, le besoin de
créer des cases, puis de rentrer les gens dans les cases, c'est pas juste pour la sexualité, tu sais. Moi, j'œuvrais dans le domaine de la technologie dans les médias. Ça a été ma principale carrière, tu sais. Puis j'allais dans les expositions internationales, tu sais. Puis la première chose que les gens faisaient, c'est qu'ils regardaient ta carte. Puis là, dépendant d'où que tu venais, puis c'était quoi ton titre, ils te parlaient ou ils te parlaient pas, tu sais. Okay. Ils te catégorisent, tu sais, c'est-tu un client potentiel ou pas, puis je le passe à quelqu'un d'autre, tu sais. Ça fait que, tu sais, c'est des gens, je pense que les gens, en général, essayent de comprendre le monde en le mettant dans des termes simples. Parce que les nuances, ben, ça demande plus de réflexion, ça demande plus de temps. Puis je pense que les gens sont portés à essayer de catégoriser rapidement puis mettre dans des cases. Puis je pense que c'est pas une bonne chose. C'est peut-être la chose simple à faire, mais je pense pas que c'est la bonne chose à faire. C'est peut-être pour ça aussi que, tu sais, en qu'on entend en fait, tu sais, c'est pas aussi simple de dire donnons une définition de la dysphorie d'identité de genre, parce que, tu sais, il y a autant de personnes probablement que de situations, puis tu sais, ta situation, c'est une chose, puis, mais en fait, ma question, on va poursuivre évidemment un peu plus tard dans un autre segment, mais ma question, est-ce que tu t'aurais vu vivre ta vie sans faire toutes les transformations qu'on va parler tantôt? Est-ce que parce que tu sembles pas avoir souffert tant que ça, c'est-à-dire que ça restait une interrogation, mais tu sais, comme tu dis, tu as fait une carrière, à ce que je sache, tu n'as pas eu de gros problèmes, genre d'addiction ou quoi que ce soit, là. Donc, est-ce que tu serais vu continuer ta vie en tant qu'homme, en fait? Ben, en fait, je pensais que j'allais être condamné à le faire, honnêtement, parce que tu sais, moi, c'est dans la fin des années 80, tu sais, lors d'un voyage à San Francisco, que je suis allé il y avait une librairie gay sur la rue Castro, là, dans le quartier gay de San Francisco, puis ça. Puis à l'intérieur de cette librairie-là, il y avait une section sur la transsexualité. Tu sais, c'est là que j'ai acheté mes premiers livres, puis j'ai commencé à lire sur les théories de genre, puis tout ça. À Montréal, ici, il y avait encore peu de ressources. Puis c'est en 91 que j'ai fini par faire mes premiers contacts, parce qu'à l'époque, il y avait un programme sur l'identité de genre, sur la transsexualité, qui était à l'hôpital général de Montréal. Et j'ai réussi à avoir une rencontre là, qui a été extrêmement négative. Tu sais, j'ai sorti de là tout à fait déprimé, parce que en gros, leur approche, c'était plus de dissuader que de t'aider. Tu sais, comme, en gros, là, si j'avais pas eu des tentatives de suicide, puis j'avais pas essayé de me couper le pénis, j'étais pas sérieuse dans ma démarche. Ou d'avoir des gros problèmes d'addiction, genre, puis que, tu sais, je sais pas, tu te piques à l'héroïne ou je sais pas quoi, là, c'est ça. Dans le fond, il y avait besoin des cas désespérés qui sont presque sur le bord du suicide pour les aider. Puis même à ça, ils essayaient de te soigner, entre guillemets, en te faisant pas changer de genre. C'était plus des programmes pour pas te faire changer que pour t'aider, de t'appuyer. Fait que j'ai sorti de là déprimé, j'ai dit, je vais être pogné dans ma situation le reste de ma vie. Puis je vais l'assumer. Mais Stéphanie, reste avec nous. On va évidemment y revenir un peu plus tard dans l'émission. C'est fort intéressant, puis on va spécialement parler de tout le processus, puis au moment où tu as décidé d'entamer tout ça, puis ton entourage et tout, ça va être super intéressant. Reste avec nous. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale. Et bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet à l'Espresso, tolérance et société. Oui, la tolérance dans la société. Et je me suis inspiré de deux articles. En fait, je vais vous lire deux articles que j'ai trouvés, comme à mon habitude, sur l'Internet. Le premier article s'appelle « La tendresse rendrait la société plus heureuse et tolérante selon les Européens ». Ouais. Et c'est un article que j'ai trouvé sur le site ladépêche.fr, donc un site français. Il manque de tendresse en général. Tu sais, j'ai l'impression que les gens sont plus à pic. Hein? En général, on dirait que, je sais pas si c'est la pandémie ou quoi, mais on a l'impression que les gens sont moins tendres ou sont moins avenants, tu sais, qu'on aurait pu l'être avant. Là. Oui, mais d'après cet article et d'autres aussi, l'autre que je vais lire, oui, la pandémie a joué un rôle, mais aussi probablement les réseaux sociaux où n'importe qui peut écrire n'importe quoi, puis des fois, ça peut être des propos qui sont assez blessants. Ouais.
Alors, je commence la lecture du premier article où on nous dit « Le monde serait-il meilleur si nous étions un peu plus tendres? » Une utopie, pas pour les Européens qui font rimer tendresse avec société plus heureuse et tolérante, mais également avec bien-être mental. Une nouvelle plus que positive. Quand on leur demande quels seraient les effets positifs d'une plus grande tendresse dans le monde, plus de 6 Européens sur 10 répondent une société heureuse et 56% nous disent une société plus tolérante, d'après une étude. Mais ce n'est pas tout. Les habitants de 10 pays d'Europe, dont la France, la Russie, la Roumanie, l'Espagne et l'Allemagne, voient également en la tendresse une façon d'améliorer leur bien-être mental, soit 52%, et un moyen d'atténuer la peur dans le monde, soit 39%, et de réduire même la criminalité. Ils sont en revanche peu nombreux à penser que cette forme d'affection peut avoir un impact positif sur le changement climatique. Ouais. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que la tendresse va avoir là-dedans, mais c'est... on ne sait jamais. C'est moins de 16%. Ouais, peut-être les gens seraient plus tendres, feraient plus attention à ce qu'ils font. Je ne sais pas, peut-être ça a un effet. Là. Peut-être. Alors, on nous dit, notons que les résultats diffèrent légèrement lorsque l'on s'intéresse aux réponses des Français. Ces derniers ne sont que 49% à penser que la tendresse rendrait la société plus heureuse et 42% à estimer qu'elle pourrait améliorer le bien-être mental. Malgré toutes ces considérations, plus de 6 Européens sur 10 déclarent que le monde était plus tendre lorsqu'ils étaient enfants. Un chiffre qui grimpe même à 67% quand la question est posée aux Français, qui vont même jusqu'à affirmer que la tendresse n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui. Plus des 3/4 des Français estiment que les gens sont aujourd'hui trop auto-centrés pour donner de la tendresse. Au niveau européen, les sondés semblent un peu plus optimistes sur le sujet. Ça monte à 66%. Et les nouvelles technologies ne devraient pas faire changer d'avis les habitants de la région de Paris, puisque seulement que la moitié d'entre eux considèrent que les comportements sont moins tendres sur les fameux réseaux sociaux. Oui, comme tu en parlais tantôt. Un monsieur du nom de Nicolas Christakis, professeur en sciences sociales et naturelles à l'université Yale, nous dit « En l'absence d'interaction en face à face, il est plus difficile de se montrer affectueux et cela explique en partie pourquoi on observe si peu de comportements tendres sur les réseaux sociaux. Toutefois, il est tout aussi important de faire cet effort en ligne, d'autant plus que les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place prépondérante dans notre vie. » C'est quand même difficile électroniquement, des fois, de dire, tu sais, en personne, ça reste en personne. Hein? Fait que je pense qu'il y a une barrière. Des fois, on veut bien tendre, mais c'est pas évident de le dire en mots puis de le dire de la bonne façon. Mais moi, je dois dire que je vais très peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Peut-être que je devrais y aller plus. Ben, à part sûrement nos réseaux sociaux à nous, Folie Douce, qui sont excellents, bien sûr. Évidemment, oui. Ça. Mais c'est peut-être aussi l'anonymat, de communiquer sur les réseaux sociaux. Les gens se permettent plus d'affaires, peut-être. Je pense que oui. Certains sont anonymes, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont anonymes, effectivement. Oui. Alors, s'il est difficile de trouver des conséquences positives à la pandémie mondiale que nous avons traversée, il en est une qui ne semble pas négligeable aux yeux des Européens, soit un plus grand altruisme. Près des 3/4 d'entre eux pensent que les gens sont plus soucieux et attentionnés envers leur famille par rapport à l'avant-COVID. Et ils estiment qu'ils sont plus enclins à protéger et aider les personnes vulnérables. Le constat est identique pour les Parisiens, avec les 2/3 des sondés qui affirment avoir été plus attentifs à leurs proches et aux autres pendant cette crise sanitaire. Ouais. Maintenant, selon un autre article que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle « Qu'est-ce qui est tolérable dans une société ?» Et ça, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle synonymeduMot.com, dans la partie des articles. C'est un site, avant tout, qu'on pourrait associer à un dictionnaire des synonymes, mais ça comprend quand même des articles. Et ce qui est un peu particulier de ce site Internet, c'est qu'on pose des questions
Et c'est un peu comme si c'était un dictionnaire qui nous répondait parce qu'à chaque réponse, c'est une définition qu'on nous donne. Ah, d'accord, OK. Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. C'est comme une recherche qu'on fait, finalement, ça nous renvoie la réponse. Un peu comme ça, mais j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour partager toutes ces réponses avec vous. Alors, les questions étaient posées par une dame du nom de Marcel Becker. Alors, elle commence avec sa première question. Elle demande pourquoi la tolérance est indispensable dans une société. On y répond que la tolérance est la vertu qui permet d'établir les limites dans lesquelles le pluralisme d'une société mature s'exprime. Les limites mentionnées ne peuvent naître que de la culture des droits de l'homme et non de la prétention de primauté d'une culture en particulier, d'une religion ou d'un mode de vie sur les autres. Autre question. Où s'arrête la tolérance? Réponse. La tolérance s'arrête aux limites de l'acceptable. Alors, je vais m'arrêter ici et on continuera. On va être tolérant avec toi. On va t'attendre plus tard à l'émission. On poursuit sur ce sujet-là. Tolérance et société à Folie douce. À venir dans l'émission, nous poursuivons en deuxième partie de l'entrevue avec Stéphanie Savard sur la dysphorie de genre. À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet « Tolérance et société ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous êtes branchés sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. De retour au micro avec notre invitée Stéphanie Savard. Bonjour encore une fois Stéphanie. Merci d'être restée avec nous à l'émission. Rebonjour Yvan. Ben oui, on a débuté dans le premier segment. En fait, on parlait un peu de comment s'est présenté tout ça, de la transformation. Tu es né en tant que garçon du sexe masculin. Récemment, tu as fait, relativement récemment dans ta vie, tu as fait une transformation, tu es devenue Stéphanie, tu t'appelais Stéphane à l'époque. On a parlé de plein de choses, puis on a compris, je pense, le processus, puis le fait que tu te sentais comme ça depuis longtemps. Mais quand est-ce que tu as commencé vraiment la transformation, autant physique que psychologique, en fait, pour devenir une femme? Oui, en fait, nous, on était avec ma conjointe, Christine. Ouais. On a déménagé, on était quelques années à l'extérieur du Québec, dont 5 ans à San Francisco. Et c'est au retour de San Francisco que là, j'ai été dans une situation où j'ai eu un peu plus de temps, parce que des fois, quand au niveau professionnel puis familial, parce que, moi, j'ai eu 2 enfants, et ça, des fois, c'est pas le tu n'as juste pas le temps. Là, est-ce que tu y pensais moins ou c'était plus que tu étais tellement occupé que tu disais... Non, j'y pensais, mais c'était j'avais juste pas le temps de faire quoi que ce soit parce que, tu sais, veux pas, le processus de transition prend du temps. Tu avais quel âge à l'époque avant que tu commences le processus, disons, ou quand tu as commencé? Oui, j'ai commencé le processus vraiment là, autour de 2011, tu sais. T'avais quelque chose comme un 40 quelques, là, dans la quarantaine? Oui, 47 à peu près. Quelque chose comme ça. C'est quand même assez avancé en âge pour faire le... comme tu y pensais longtemps d'avance, mais sauf que là, peut-être le transfert a fait que ça a comme cliqué. Là, ou c'est ça. C'était, les opportunités ne s'étaient pas présentées, les ressources n'étaient pas là. Puis tout ça, pour moi, je voyais ça comme une impossibilité, parce que veux pas, j'ai jamais été non plus dans la situation de dire, je vais négliger ma famille, je vais pas travailler, je vais pas payer le loyer ou je vais pas amener pour manger puis tout ça, pour me concentrer sur ma personne. Ça fait que tu t'oublies un peu toi-même, pour ta famille. Puis probablement que tu te disais, si je me suis rendu jusqu'à 40 quelques années comme ça, j'imagine que je suis capable de vivre le reste de mes jours comme ça. Mais... je pensais que l'opportunité ne se présenterait pas, puis tout ça. Mais quand on est revenu au Québec en 2009,
Là, après ça, j'ai commencé à fouiller un peu plus parce que là, il y avait l'Internet, il y avait les ressources, puis tout ça. Puis là, je me suis réinformé, puis j'ai fait des premières approches, puis tout ça. Puis finalement, j'ai rencontré un psychologue, puis qui était spécialisé, entre autres, dans les dysphories de genre, puis tout ça. Et puis à ce moment-là, on a commencé des rencontres. Après ça, il m'a référé à un médecin qui était spécialisé aussi là-dedans, qui connaissait les hormones, les traitements hormonaux, puis tout ça, Puis, en avais-tu parlé à tu t'es marié, en fait, c'est ta femme qui est toujours avec toi, mais est-ce que tu en avais parlé à ta femme et tes enfants à cette époque-là, ou c'était plus un processus? J'en avais pas parlé encore à mes enfants. Mm-hmm. J'en avais parlé à mon épouse, Christine, par exemple. Elle savait comment je me sentais depuis la première année de notre mariage. Okay. Pas de notre mariage, de la première année de notre rencontre. Ça fait que c'était pas étranger pour elle là-dessus. OK. C'était pas un choc, quelqu'un qui ne sait vraiment pas puis qui tombe en bas de sa chaise, c'était pas le cas. Là. Non, c'est ça. Puis avant que je commence à dire que je m'aligne dans cette ligne-là, puis avant que je commence à prendre des hormones, parce que quand tu commences à prendre des hormones, ça a un impact sur ta sexualité, ça a un impact aussi sur la capacité de procréer. Mm-hmm. Ça fait que ça a des incidences. Ça fait que j'ai eu des discussions avec elle à ce moment-là. Mais on n'était plus, de part et d'autre, là, on n'avait plus l'intention d'avoir d'autres enfants. Ça fait que c'était plus un enjeu à ce moment-là. Ça aurait pu l'être si ça avait été plus tôt dans ma vie, évidemment. Mais soi-disant, en passant, il y a des techniques, comme par exemple, tu peux congeler du sperme, puis ça fait que, c'est quelqu'un qui voudrait se donner des options en commençant à prendre des hormones, parce qu'à partir du moment où tu prends des hormones, ça peut modifier le sperme, puis tout ça, puis ce qui fait que c'est vraiment pas conseillé que tu aies des enfants après. Même si tu décides de changer d'idée puis de revenir, ça peut avoir des conséquences. Ça fait que c'est quand même une décision. C'est important. Fait que, mais une fois ça établi, là, j'ai commencé à faire le processus de prendre des traitements hormonaux, puis rencontrer un psychologue, après ça, aller chercher une deuxième opinion. À l'époque, en tout cas, je ne sais pas si tu as encore besoin de ça aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait que tu rencontres deux psychologues. Ça n'a pas été difficile à prendre la décision, parce que dans le fond, tu sentais ça depuis, comme tu disais tantôt, tu sentais ça depuis ton jeune âge, en fait. Et j'imagine que c'était comme une libération, en tout cas, une espèce d'accomplissement. Puis, en fait, honnêtement, le processus avec les psychologues a très, très bien été et a été assez rapide, parce que ils ont identifié rapidement comment je me sentais. Puis c'est au contraire, quand tu as quand tu as d'autres problèmes dans ta vie, quand tu n'as pas juste ça, quand tu as d'autres problèmes dans ta vie, ils tendent à vouloir passer à travers ça, régler les autres problèmes, puis tout ça, avant de passer à un changement de sexe, parce que les conséquences, tu peux pas revenir vraiment en arrière. Non, c'est ça. Ça fait qu'il faut que tu sois sûr de toi. Ça fait que si tu as d'autres problèmes que ça, ils veulent travailler là-dessus. Ça fait que quelqu'un qui a une multitude de problèmes, ça peut prendre plus de temps là, avec les psychologues. Dans le fond, la personne doit régler un peu il faut qu'on comprenne que c'est pas les problèmes qui la poussent à ça. Faut qu'ils comprennent que c'est vraiment en dedans de toi, puis que t'es solidement décidé, puis que ça va faire j'imagine les décèles, là, ils en ont vu d'autres, là, fait que c'est ça. Là. En tout cas, à l'époque, moi, ça fait quand même 10-12 ans là, que j'ai passé à travers ça. Ça fait que je sais que ça évolue, puis je suis pas spécialiste. Là, ça fait que je peux témoigner de moi, ce que j'ai vécu. Je peux pas témoigner de ce qui est là exactement. Mais comment a été la réaction de tout le monde? Tes enfants, puis peut-être tes proches élargis, ta famille élargie, est-ce que ça a été un choc? Comment t'as expliqué ça aux gens? Quand finalement on l'a annoncé, là, avec mes enfants, ça a été très, très simple, très, très bien. Ils n'ont pas été surpris, ou en tout cas, parce que c'est quand même leur père. Là, fait que tout à coup, il y a comme un changement quand même un grand changement. Mon plus jeune avait une quinzaine d'années. On l'a fait venir, puis on lui a expliqué ça, puis tout ça. Puis
Là, lui, il a réagi en disant OK, je peux-tu retourner jouer? Tu sais, comme si c'était un non-événement. Là. Ouais. Il a dit j'ai des amis trans. Là, puis c'était pas. C'était pas une grosse. Pour lui, c'était comme un non-événement. Tu sais, okay. Puis ça, il avait peur qu'on voulait le chicaner pour quelque chose. Okay. Là, c'était comme une libération. C'est juste ça, mon père va changer de sexe. Mais ça a quand même dû te soulager, toi spécialement, puis peut-être ta conjointe aussi. Oui. Puis le plus vieux, ben lui, il étudiait à l'université à l'époque en maîtrise, puis après ça en doctorat en sciences politiques. Puis dans les sciences sociales, plus de gauche, puis tout ça, c'est vu comme étant positif. Ça fait que je suis devenu comme plus populaire auprès de son cercle d'amis. Puis ça, j'étais cool, j'étais plus cool. T'avais des enfants parfaits, t'avais pas des enfants trop bordés. C'est ça, exactement. Ça fait que ça s'est très bien été. J'avais peur parce que en ayant été à des réunions de l'aide aux trans du Québec, l'ATQ, il y avait énormément de gens qui avaient eu des expériences très, très négatives avec leur milieu, qui avaient perdu tous leurs amis, qui avaient été reniés par la famille. Puis ça fait que moi, il me semblait que mon milieu n'était pas de même, mais tu sais, quand tu n'as jamais l'expérience, tu te dis, si eux autres, ça va si mal que ça devrait aller mal. C'est que moi, la plupart des gens, je l'ai annoncé par courriel, par écrit, pour qu'il ait le temps de lire, de digérer, parce qu'il y a des gens qui n'auraient peut-être pas aimé leur première réaction. En personne, des fois, c'est peut-être autant pour toi que pour eux, peut-être que c'était pas l'idéal. C'est ça. Mais tout le monde l'a super bien pris. Tout le monde m'ont bien supporté. Puis ils sont restés amis. Tout ça. Il y a une question que je veux absolument te poser, puis ça me chicote depuis longtemps, puis si tu es à l'aise de répondre. T'es-tu déjà posé la question, je ne sais pas si tu as la foi, puis quelle est ta foi, quelle est ta relation avec Dieu, mais t'es-tu déjà posé la question, tu es né comme un garçon, est-ce que j'ai le droit de changer ça pour devenir une fille ou une femme, en fait? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là, puis qu'est-ce que tu en penses, en fait? Ouais. Moi, dans ce sens-là, je suis assez à l'aise parce que j'ai pas la foi, là, ça fait que je suis athée, j'ai toujours été, là, ça fait que ça m'a jamais très chicoté, puis tout ça, mais honnêtement, c'est sûr, je suis né garçon, ma voix, une fois que la voix est muée, tu tournes pas en arrière. C'est probablement la chose la plus difficile à changer ou impossible à changer. Oui, quand je parle au téléphone ou là à la radio, puis tout ça, les gens me voient pas, puis tout ça, ça fait qu'ils vont assumer automatiquement que je suis un gars. Ça fait que... Mais je suis à l'aise avec ça. J'ai fait la paix avec ça à un moment donné. Est-ce que j'aurais aimé mieux que ce soit autrement, puis tout ça? Peut-être. Est-ce que des fois, tu rêves à une baguette magique? Oui. Ou si t'étais né comme une fille, ça n'y aurait pas eu de problème. C'est ça. Mais, puis, si j'avais été bien dans mon corps, j'aurais pas fait le changement. Parce que tu fais pas ça de façon gratuite. C'est sûr que ça pose certains challenges en société, de faire ça. Ça fait que je pense pas que personne fait ça juste pour un kick de le faire. Non, c'est quand même majeur. Puis en plus, c'est une opération même physique. Là. Dans certains cas, ça ne l'est pas, mais dans ton cas, je pense que tu as eu une opération aussi. Oui, j'ai une opération de changement de sexe. C'est ça, exactement. Donc, il faut être décidé. Puis, écoute, Stéphanie, ça passe tellement vite, il reste à peu près 1 minute. J'ai absolument besoin, parce que tu parlais dans le premier segment que tu avais eu de la misère à l'époque de trouver de l'information, puis ça a été comme un peu laborieux, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Puis on va évidemment mettre des liens précis sur notre site, mais qu'est-ce que tu peux nous suggérer, les gens qui voudraient en savoir plus sur le sujet? Oui, premièrement, il y a l'ATQ, donc qui est l'aide aux trans du Québec, qui ont une ligne d'écoute, puis qui sur leur site ont des ressources, ont des liens vers des ressources, puis tout ça. Ça fait que c'est un bon point de départ. Ouais. Il y a aussi GRS Montréal, qui est un groupe qui fait les chirurgies qui sont mondialement connues, puis qui font les chirurgies de changement de sexe, de réassignation sexuelle à Montréal. Ouais. Puis au Québec, c'est payé par... le gouvernement. Okay. Ensuite, il y a un institut de santé
qui parle de toute la théorie trans, puis qui fait des formations pour les spécialistes qui veulent en connaître, puis qui veulent être capables de se positionner par rapport à ça. Ouais. Puis, il y a un centre Meraki, qui a un programme de variance de genre qui est peut-être un peu plus large que la transsexualité, tu sais, qui fait toutes les gens qui se posent des questions. C'est que je pense que c'est 4 bonnes ressources. Il y en a comme une de l'Institut de santé trans, c'est Françoise Susset, c'est une psychologue qui a fondé ça, puis c'est une des psychologues qui a fait mon évaluation. OK. C'est intéressant. On va mettre les liens officiellement aussi sur notre site dans la section mentionnée à Folie Douce, là, sur le site antenne.qc.ca. Merci beaucoup, Stéphanie Savard. Ça a été super généreux de ta part. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis j'espère que ça a aidé des gens à mieux comprendre la situation. Puis bonne continuation. Puis bonne vie, finalement, à toi et à tes proches. Je l'espère aussi. Merci. Merci. À la prochaine. Vous syntonisez actuellement Folie Douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet tolérance et société que tu as commencé, Pierre, plus tôt à l'émission. Oui, et j'étais rendu à la lecture de mon deuxième article qui s'appelle « Qu'est-ce qui est tolérable dans une société ?» C'est sur le site synonymedumo.com. C'est un site assez particulier. Apparemment, on peut poser des questions, on pose des questions et on nous répond avec des définitions. Oui. Puis, effectivement, tu parlais de société tolérance, mais effectivement, la société évolue. Ce qui était toléré autrefois ou ce qui n'était pas toléré autrefois l'est peut-être aujourd'hui. Mm-hmm. On suit un peu notre thème, mais en même temps, il y a des principes de base. Tu parlais de tendresse. Mm-hmm. C'est un principe qui devrait toujours exister, peu importe où la société s'en va. Oui. Peut-être qu'on a différentes façons de l'exprimer aujourd'hui. Aussi, oui. Alors, j'étais rendu à la deuxième question. Posée par une dame du nom de Marcel Becker. La question était « Où s'arrête la tolérance ?» On nous répond que la tolérance s'arrête aux limites de l'acceptable lorsque la bienveillance vire à la complaisance, que l'assentiment devient synonyme de condescendance et l'indulgence antonyme de déférence. C'est un peu compliqué. Ouais. L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux, finalement, en compagnie des autres. Ouais. Autre question. Comment se manifeste la tolérance? Bien, le tolérant, c'est celui qui manifeste de l'indulgence et de la compréhension envers autrui. Ainsi, le petit Larousse définit-il ce concept si souvent invoqué dans le monde pour justifier du meilleur comme du pire. La tolérance est souvent érigée en vertu toute puissante et l'intolérance en défaut honteux. Maintenant, autre question, quelles sont les limites de la tolérance? Réponse, on ne peut tolérer ce qui met en cause la tolérance elle-même. Le paradoxe de la tolérance affirme que si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant. En fait, il faudrait peut-être se dire, qu'est-ce que la société est prête à accepter dans son ensemble? C'est là que la limite irait, peut-être, de dire que si la société est tolérante, elle est évoluée à un niveau qu'elle est tolérante sur certaines choses. En général, l'intelligence de la société est quand même là, dans une société. Il faut s'y fier, là. Mais ce qu'on nous dit, finalement, c'est que on ne peut pas tolérer l'intolérance. Non. Finalement, ça cause un certain paradoxe, mais on se comprend quand même, je pense. Alors, autre question, quelles sont les causes de la tolérance? La tolérance résulte de l'effort pour détruire l'idée d'union entre la vérité et la violence. Il importe donc d'empêcher que ce lien extrêmement ancien entre vérité et violence puisse être rétabli dans la mesure où la modernité s'est instituée dans un effort pour le rompre. Maintenant, quel est le but de la tolérance? Réponse, la tolérance est l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre. Et c'est important ce que tu dis dans la diversité, ou en tout cas on ne peut pas être tous pareils, puis il faut être tolérant, faut respecter les autres. Surtout dans une époque de multiculturalisme que l'on vit. Quelle est la différence entre respect et tolérance? La tolérance suppose d'être bien disposé envers ce qui est différent et étrange. Le respect suppose d'approuver, de donner une valeur à l'autre pour lui-même, à ses actes ou à ses attitudes. Quelle est l'intolérance?
La définition, c'est le refus d'admettre l'existence d'idées, de croyances ou d'opinions différentes des siennes. On va jusqu'à persécuter ceux qui les soutiennent. Je voulais dire, Oui. ce qui est important, c'est d'informer. Tu sais, ce qu'on Oui. fait à l'émission pour devenir tolérant, pour avoir de la tolérance, il faut savoir de quoi on parle. Exactement. Puis si les oui. gens, des fois, n'ont pas de tolérance parce qu'ils ont peur de quelque chose. Hein. Exactement. Ouais. Prochaine question, comment développer la tolérance? Voici 5 trucs rapides pour développer notre tolérance envers nous-mêmes. Premièrement, accepter l'imperfection. Dans toute chose, il y a l'idéal et le minimum acceptable. Deuxièmement, reconnaître et respecter ses limites. Les connaissez-vous? Troisièmement, gérer ses émotions. Quatrièmement, pardonner ses oublis et ses erreurs. Cinquièmement, calmer votre hamster. Oh, ouais, non, ça, l'hamster, il faut le tranquilliser. Des fois, il faut dire relax. En québécois, on dirait se calmer les nerfs. Non, mais le hamster, c'est souvent utilisé parce qu'effectivement, quand le petit hamster commence à rouler, ça n'arrête pas des fois. Ça va vite, ça n'arrête pas. Des fois, il faut lui donner un congé. T'sais. Mais c'est vrai qu'il faut être tolérant envers soi-même aussi à l'occasion. Oui, parce que comme tu dis, la perfection, on veut faire le mieux qu'on peut, mais des fois, il faut juste comme lâcher prise un petit peu. Oui. Prochaine question. Comment être tolérant envers les autres? Un bon moyen pour devenir plus tolérant est de vous informer davantage sur les autres et sur leur culture. C'est un peu ce que tu disais tantôt. Il faut s'informer. Il faut être ouvert, il faut s'informer. Oui. Plus on s'informe, moins on a des chances d'être intolérant. Oui. Très souvent, lorsque les gens font montre d'un manque de tolérance envers quelqu'un, c'est en partie dû au fait qu'ils se sentent incertains ou aliénés par rapport aux actes et aux propos de l'autre personne. Autre question, est-ce que la tolérance existe encore? De nos jours, la tolérance religieuse est très largement reconnue comme un idéal, même s'il existe encore de nombreux endroits dans le monde où on répand le sang dans des conflits qui sont au moins en partie de nature religieuse. Pourquoi être tolérant envers les autres? En fait, je ne pourrais pas continuer, mais on va inviter les gens à. On va donner les lire références. C'est ça sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce sur ta chronique d'Espresso, en fait, Tolérance et Société. Ils pourront aller lire les articles. Merci beaucoup, Pierre, pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site Web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Alors, quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Également pour tes segments Espresso, où tu nous as parlé de tolérance et société. Une très bonne habitude à prendre d'être tolérant dans cette société qu'on vit. Merci pour ça. Notre invitée dans l'émission, Stéphanie Savard, a accepté justement de nous parler de dysphorie de genre, de parler de son expérience. C'est fort intéressant d'écouter Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.